Et bienvenue sur Why Not, l'émission d'analyse quantitative d'une poignée de sociétés d'actions que je choisis, que vous allez bientôt pouvoir choisir via le Discord, les amis. Donc cette semaine et aujourd'hui, on va parler de McDo, on va aller faire un petit tour sur Zoetis, on va checker les résultats de Netflix et d'Intuitive Surgical et on ira finir avec un petit peu de ResMed. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, les amis. N'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord, le Twitter, etc. Vous avez tous les liens en première description de la vidéo, pareil en commentaire épinglé, comme ça c'est pas très compliqué, allez rejoindre tout ça, faites grossir la chaîne, je vous en remercie les petits potes, et on va justement parler juste de quantitative, on va aller voir un petit peu aussi dans l'onglet finance si les fondamentaux de la boîte se sont pas écrasés, et en plus on a des résultats dans très peu de temps je crois pour McDo, je crois que c'est le 4 août. Et pourquoi McDonald's? Parce que je pense que ça fait sens dans un portefeuille qui veut essayer de se décorréler un petit peu de la tech. Moi, je vois énormément passer de portefeuilles, que ce soit sur les réseaux, etc., où tous les gens ont que du semi-conducteur, du semi-conducteur, du semi-conducteur, se sont mis dessus en plus récemment en se disant putain ça y est là c'est Nvidia, on n'arrête pas de parler d'Nvidia, BFM TV arrête pas d'en parler, on a SKNX, Micron, etc. qui font des perfs de fou, je me mets dedans, voilà, j'ai créé un portefeuille dégène moi pour en mode justement dégène pour essayer de surfer là-dessus, mais il y en a beaucoup, c'est leur cœur de portefeuille, ils sont en train de se faire déclinguer la tronche dessus. Et quand vous créez vraiment un portefeuille, essayez de décorréler quelques actions dedans, parce que sinon vous allez vous prendre des belles tôles. Alors, si vous le faites en connaissance de cause et que vous avez des pertes de 200-300% parce que vous êtes sur les semis depuis plusieurs années, vous avez acheté au plus bas, bravo à vous. Maintenant, si vous êtes avec des pertes de 15 ou 20% et que derrière vous vous prenez un drawdown de moins 40 et vous savez pas ça va remonter, là c'est beaucoup plus compliqué. Et McDo, je trouvais que c'était une bonne petite sorte pour se hedge un petit peu de toute cette tech. On voit que c'est sûr que ça fait pas rêver en termes de croissance de revenus, hein. C'est sûr que si vous regardez Nvidia et que vous regardez McDonald's, vous avez envie de pleurer. On voit qu'ils ont fait un pic en termes de croissance du chiffre d'affaires en 2013. Ça a fait que descendre après jusqu'en 2020. Et là, on est reparti à la hausse. Ça mériterait d'ailleurs un deep dive, je pense, sur McDo. En termes de bénéfices, on a une croissance de 6%, une croissance de 5% pour les free cash flow. C'est pas exceptionnel, mais on est sur du défensif, les amis. Pourquoi? Parce que moi, je trouve que, en tout cas, McDo, j'ai l'impression que c'est devenu un petit peu comme Coca. Ça rentrait dans les familles, etc. On va au McDo, bref. C'est un peu une boîte, on va dire, de la pop culture, presque, j'ai envie de dire. En termes de marge, on voit que l'entreprise travaille de mieux en mieux. Voilà, c'était très fort. Ouais, putain, les marges brutes de zinzin qu'ils avaient. C'était pas terrible en 2002-2003, et cetera. Par contre, on est passé de quasiment en 2005 13% de marge nette à maintenant, on est à plus de 30% de marge nette. C'est dû à l'écosystème aussi de franchise de restaurants, et cetera. Ça, je vais pas le détailler ici, mais on a un McDo qui est un petit peu pivoté sur Hop, c'est comment dire, sa stratégie. Et en termes de ROIC et de ROS, on voit qu'on est plutôt cohérent, les amis. Franchement, c'est plutôt une bonne entreprise. Et en termes de dépenses, on a bien évidemment aucun CAPEX en R&D, hein, parce que tu vas pas créer le Big Mac 2.0. Tu as très peu de rémunération d'action, donc ça c'est plutôt cool. Et tu as un petit peu de CAPEX, etc. du resto, mais ça c'est pas très important non plus, c'est pas déconnant non plus. Par contre, tu as beaucoup de dettes, hein. Là, McDo qui est quand même pas mal endetté et tu quasiment pas de trésorerie, hein. Tout le pognon, et on ira voir ça plus tard, mais est remis soit dans du rachat d'actions, soit dans du dividende, hein, qui leur coûte 5 milliards le dividende. C'est couvert par les free cash flow, mais attention quand même à cette croissance du dividende. Seulement 5% par an, mais ça te protégerait, en tout cas sur les 10 dernières années, ça t'a protégé de l'inflation. Et on a quasiment 2% d'actions en circulation qui ont été enlevées dans les 10 dernières années, donc ça c'est pas mal. Et on a une marge de free cash flow, je ne l'ai pas noté, mais de 26%. Donc franchement, c'est assez solide McDo. Et on a un payout entre guillemets de seulement 60%. C'est moins que Coca et PepsiCo. Donc ça c'est plutôt bien. Pourquoi? Parce que ça fait quand même pas mal de rachats d'actions, même si là en 2025 ça en a fait un petit peu moins. C'est vrai que ça en fait un petit peu moins 2021, 20 et 2021, ça en a fait encore moins. Maintenant, est-ce qu'il ne devrait pas renforcer un petit peu ce rachat d'actions? On ira voir justement côté valorisation si l'entreprise est sous-évaluée ou pas. Moi, je ne vais pas vous mentir que je la trouve encore un peu chère. On a des résultats qui arrivent le 4 août. Ce qui pourrait être pas mal, c'est que l'entreprise se vautre, hein, se prenne les deux pieds dans le tapis le 4 août et qu'on aurait un point un petit peu d'entrée un peu plus intéressant. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est un graphique personnalisé. Hop, on va mettre le dernier métrique qui n'est pas pris en compte. Si le PE ratio, non, il y est pas. Hop, on va aller le remettre.
Et ça, c'est vraiment, propre à Bagger. Vous pouvez vraiment pas le faire sur les autres, outils. Et ça, vous pouvez faire des graphiques personnalisés pour voir tout simplement si la boîte travaille de mieux en mieux année après année et c'est vraiment le top. Donc vous avez le lien encore une fois, bien évidemment, pour vous, abonner gratuitement à Bagger. Vous avez laissé pendant 14 jours. Après, bien évidemment, vous avez un prix à payer, mais vous avez 10 de réduction à vie dessus et le prix ne bougera pas tant que vous êtes abonné. Donc vous avez, vraiment tout ce qu'il faut sur Bagger. On va aller le voir dans l'onglet résultats, mais c'est hyper important de le repréciser. Et on va, voilà, on va voir que sur depuis, hop, on va enlever tous les trimestres de cette année et on va regarder depuis 2019 par exemple, on voit qu'on a une marge de free cash flow qui est relativement stable. On a une marge sur EBITDA qui est en amélioration. On a un ROIC pardon, bah, qui est pas si mauvais que ça, en vrai 18%, ça reste à 18%. On a vraiment une boîte qui est défensive, hein, donc on n'a pas non plus des chiffres qui s'améliorent de zinzin, mais ça travaille plutôt pas mal. Et en termes de PE, on est en 2025, on était à 25 de PE, mais là actuellement, on va le voir, on est à 22 de PE, ça s'achète à 20 en forward. Et de toutes les boîtes défensives, en vrai, si on la compare à du Coca, on la compare à du PepsiCo, vous avez clairement une boîte qui semblerait peut-être sous-évaluée actuellement, Coca. Maintenant, pour vraiment avoir un prix juste, moi je trouve qu'elle est encore chère. Pourquoi? Je vais enlever ma grosse tête. Hop, on va se mettre là. On peut le voir, hein, depuis, les 10 dernières années, ça a fait 5 de croissance, du, free cash flow. Donc là, bah, moi j'ai du mal à aller, au-dessus de 5. Multiple final, on voit que ça s'est payé 30 fois les free cash flow, la moyenne sur les 10 dernières années. On peut aller voir cette moyenne, hop, depuis, le maximum, ouais, ça s'est payé 25 fois depuis, 2006. On va dire 24, 24,5, donc je pense que 24 fois, c'est déjà pas mal en vrai. C'est quand même lui donner déjà pas un premium, mais puis vous la payez à la médiane, de l'entreprise, donc c'est pas non plus les soldes du siècle à 24 fois les bénéfices, enfin à 24 fois les free cash flow. Ça nous donnerait un prix juste autour de 193 Maintenant, est-ce qu'on y arrivera? On est sur une boîte vraiment défensive, donc les boîtes défensives, elles ont ce foutu, hop, premium où, vous allez toujours les payer un petit peu plus cher. Pourquoi? Parce qu'on a quand même des revenus récurrents. Maintenant, vous allez me dire: «Oui, mais si on a une récession, est-ce que les gens continueront à aller à McDo?» Moi, je pense que oui. Je pense que, autant les abonnements Netflix, je pense que ça peut sauter, on le verra un petit peu plus tard. Autant, un petit plaisir, d'un McDo, je sais pas combien c'est là, il y a des petits trucs à 5-6 balles, maintenant des menus pas très, très chers. Je crois que le Happy Meal est toujours à 4 €. Franchement, c'est pas non plus des grosses, grosses sommes quand vous allez là-bas. C'est sûr que ça fait cher pour ce qu'on bouffe entre guillemets, hein, mais moi je trouve que McDo, dans un portefeuille qui vous laisse décorréler un petit peu la tech, si ça baisse un petit peu, ça continue de baisser, on peut voir la droite de régression linéaire, mais on n'a pas non plus les soldes du siècle. Et là, on a vraiment la droite depuis 86, donc on voit qu'on arrive toujours à un moment donné à revenir sur cet élastique. Et à moins 2, ouais, on sera à 220 $. Je sais pas si on les touchera les 220 en vrai, hein. 267, ouais, il faudrait que ça baisse encore, faudrait que ça mince, faudrait que ça baisse quand même un sacré coup, hein. Faudrait que ça baisse un sacré coup McDonald's. À voir maintenant avec les résultats en vrai. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez sur McDo. Moi, je pense, ouais, qu'il faut attendre. Bon là, on était surévalué de zinzin, mais les boîtes défensives, hein, si vous allez voir du Coca, vous allez voir du PepsiCo, vous allez voir des boîtes qui sont extrêmement chères. Donc je suis pas étonné de la valorisation de McDo. Maintenant, si elle venait à baisser, autour des 200 je trouve qu'on aura un bon deal, hein. On aura un bon deal à l'acheter à 200. On a quand même du dividende qui tombe. C'est pas un gros dividende en vrai, hein, on est à 3, mais ça peut s'entendre dans un portefeuille qui veut essayer un petit peu de se décorréler à toute cette fameuse tech et tout ce fameux narratif IA. Maintenant, on va parler de Zoetis, les amis. Et maintenant, on va parler de Zoetis, les amis, qui s'est pris totalement les pattes dans le tapis, hein. Tous les gens qui ont acheté du Zoetis au plus haut se sont pris déjà moins 68%. Ça fait mal en vrai, hein. Je rigole, mais ça fait extrêmement mal et je suis de tout cœur avec vous. Ouais, ça se payait très cher en vrai, hein. Donc Zoetis, leader du soin des animaux de compagnie et des animaux tout court aussi. Je crois qu'ils ont un segment bétail. On va aller le voir après. Et là, on est vraiment dans un pari un peu value parce que clairement, la boîte s'est fait mais découper, hein. Là, ça se paye 76 ça se paye 200 et quelques, on l'a vu, ça s'achète à 12 de PE, à quasiment 11 de PE forward. Ça s'achète, on paye ratio à moins de 1, donc on pourrait se dire, ouais, la boîte est peut-être sous-évaluée. À voir, c'est un prix, tous operating cash flow à 12 et 15 fois les free cash flow. Je crois que c'est un petit peu de rémunération en action, je crois, ouais, un petit peu beaucoup même. Non, mince, my bad.
Non, ça a que 4 de rémunération en action. Ça fait 6 de croissance du chiffre d'affaires. On voit qu'on a pas mal, on est pas mal arrivé à croître et depuis, ouais, depuis 3 ans, on est sur un plateau. On est sur seulement 3 de croissance des revenus. Les bénéfices, c'est un peu mieux, 12 de croissance, 15 de croissance sur les free cash flow. Le problème, c'est que pareil, hein, si vous enlevez, les, années où on avait très peu de free cash flow, sur les 3-4 dernières années, les free cash flow, c'est pas terrible non plus, ouais, ça fait 10 ouais, 5 4 sur les 5 dernières années. On voit qu'on a vraiment une décélération de fou sur, la boîte. En termes de marge, on va aller voir en termes de trimestre par contre, parce que est-ce qu'on n'a pas une marge qui est en train un petit peu de se péter la gueule là? En vrai, non, ça va, ça reste quand même stable, 27 ouais, sur le Q1. C'est un peu mieux, mais on est quand même stable, en vrai, ça va. C'est pas déconnant du tout. Donc, on pourrait s'imaginer que même si on a des concurrents, on arrive encore à vendre les produits à des prix intéressants pour la société. Mais on a surtout, je pense, une demande et on a des gens bah, qui n'ont peut-être pas autant de pognon pour aller faire soigner les animaux qu'avant, hein. On voit qu'on a quand même une économie en K, aux États-Unis, même, je pense ailleurs aussi dans le monde, ça va y venir et on peut, avoir, bah, des gens qui ont peut-être pas envie d'aller faire soigner, Médor, vu le prix que ça coûte, hein. J'ai un chien, je peux vous garantir que le jour où il s'était fait, griffer l'œil, qu'on avait payé 250 balles le véto de garde, tout ça pour lui mettre des gouttes et voir en fait qu'il avait rien, ça fait mal au cucu, hein. Donc en vrai les capex et cetera, bon c'est pas déconnant pour comment dire? Pour Zoetis. Maintenant, tous les gens qui me disent: «Oui, mais en fait, j'investis sur Zoetis parce que je préfère, le soin, des animaux parce qu'il y a beaucoup moins de problèmes qu'avec le soin humain», ils font du bétail, hein. Si demain, ils commencent à faire des, comment dire? Des vaccins, qui, propagent une maladie sur le bétail, sur les animaux qu'on bouffe, je peux vous garantir que la Zoetis, c'est terminados, hein. C'est plus 70 ça passe à 40 tout de suite. Donc il y a un risque en fait, c'est forcé. Que vous ayez du Johnson& Johnson ou que vous ayez du Zoetis, il y a forcément un risque. Même si bien évidemment vous allez me dire: «Ouais, mais, si on tue, la moitié de comment dire? Du cheptel, des bovins aux États-Unis, c'est pas grave». Je peux vous garantir que Zoetis, c'est terminados. Donc oui, c'est quand même grave. Bien évidemment, on préfère que ça tombe sur les animaux que les humains, mais vous m'avez compris, si vous allez sur ce domaine-là, il y a forcément des risques, que ça soit sur les animaux ou sur les humains. Bien évidemment, encore une fois, on préfère que ça tombe sur les animaux, hein, mais vous êtes forcément dans ce risque-là. On voit que par contre, on a fait pas mal de rachats d'actions récemment. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le board estime que l'entreprise est tellement sous-évaluée qu'on envoie des cartouches, on envoie du pognon, on rachète massivement les actions. Ça peut aussi vouloir dire on n'arrive pas forcément à trouver de croissance, que ce soit pour les BPA, et on augmente un petit peu artificiellement la croissance des bénéfices par action parce qu'on va le voir quand on va aller voir un petit peu le slide, des résultats du dernier quarter sur Zoetis, il y a quand même des zones d'ombre, hein. Achète, enfin ça il y a une marge, de free cash flow de 24, ouais. Il y a une bonne prédictivité du CA, bon ouais, ça c'est assez, simple à comprendre. On a un dividende à un petit peu moins d'1 milliard, ouais, il est largement couvert. J'imagine que, ouais, il y a un petit payout ratio 33. Il est beaucoup, beaucoup en augmentation ce dividende. Donc ça, pareil, hein, moi je préfère encore une fois qu'on arrête d'augmenter ce dividende comme des zinzins, mais par contre faites du rachat d'actions. Vous estimez qu'elle est pas chère l'action, mais rachetez-en encore plus tout simplement. Au lieu de donner les 800 millions, bah, faites 800 millions de plus de rachat d'actions, point barre en fait, tout simplement. Hop, mais le problème c'est qu'on voilà, on va aller le voir dans le slide. On va, hop, on va remonter, chut, hop, au ouais, il me tue moi le mec avec la poupoule là. Donc là, on s'en fiche un petit peu. Là, après, on a vraiment tout, voilà, tout qui est détaillé. On a par contre des guidances qui ont été, réaugmentées. On a les EPS qui ont été remis à enfin, qui ont été augmentés à 7. Les croissances opérationnelles, au lieu de 2 ça passe à 5 et le revenu net, au lieu d'augmenter de 2 serait augmenté de 6. Donc ça, c'est plutôt pas mal par contre, comme guidance. Les guidance qui ont été, réaugmentés. Après, encore une fois, c'est les guidance. Est-ce qu'ils vont arriver à toucher les targets ou pas? Ça, faudra voir. Donc on a, les, résultats de toutes les franchises et cetera. Mais moi, ce, qui m'intéressait, c'est que par contre, le premier quarter, on voit que par rapport à 2025, on est en croissance, mais seulement de 3. On a des revenus nets qui sont quasiment égaux. Et on a un bénéfice par action, encore une fois, qui n'est augmenté que parce qu'on fait du rachat d'actions. Là, on a une boîte vraiment, c'est vraiment pour faire de la value, en tout cas, qu'elle est actuellement achetée pour dans un portefeuille, je trouve. C'est que là, on n'est vraiment pas dans une boîte de croissance. Alors, est-ce que la croissance peut repartir? Peut-être. En tout cas, c'est comment dire, le pari qu'il faut faire si on veut se positionner sur Zoetis. Maintenant, à voir. On a pareil, hein, les revenus du premier trimestre, bon, on voit qu'on a quasiment pas de croissance.
On a les performances du segment américain, une belle décroissance sur les animaux de compagnie. On était à 973 millions, on passe à 865. Le bétail qui continue d'augmenter, mais le bétail, le problème c'est que c'est pas vraiment un gros segment. C'est surtout les animaux de compagnie. Et les animaux de compagnie, pour l'instant, c'est un peu le caca aux États-Unis. Le coût des ventes, ouais, on est à 3% de décroissance. Les bénéfices bruts, on est pareil. Non, on est un petit peu mieux. Ça, c'est pas mal. Et on a une marge brute, par contre, qui est un petit peu descendue d'1%. Donc, bon, c'est pas la fin du monde non plus. Maintenant, il va falloir regarder que cette marge brute reste intacte et ne passe pas en dessous des 80%. Ça veut dire que c'est pas bon du tout. Là, il faudrait regarder un petit peu ce que font comment dire, les rivaux, ce que font un peu les compétiteurs de Zoetis. Et on pourrait avoir des problèmes là-dessus. Hop, et les performances à l'international. Là, par contre, c'est là que Zoetis a été chercher la croissance, hein. On voit que les revenus étrangers sont en augmentation de 8%, avec les coûts de, comment dire? Les coûts de devises et cetera, à la devise fixe. On a les animaux de compagnie en plus 8%, le bétail à plus 7%, les bénéfices bruts plus 7% aussi, donc ça c'est plutôt bien et on est à 6% de croissance, donc ça c'est plutôt pas mal non plus par rapport au premier trimestre 2025. Heureusement qu'on a ce segment international qui sauve le cul à Zoetis et on est, hop, à devise constante en Australie, on a 11% de croissance. Au Brésil, on a 12, 11% en Allemagne, 16% en Italie, 17% au Mexique, 16% en Espagne et 11% pour les autres marchés développés. On a un petit 3% seulement dans les marchés émergents, 7% au Royaume-Uni. Et je crois qu'en France, on a une décroissance, non? À taux de change, là, on est à 11%. Non, non, merde, on est en Allemagne là, my bad. Et à taux de change constant, on est à 9% aussi en France. Donc bon, en vrai, c'est pas mal. En Chine, on a un petit peu de croissance, 5% également, etc. Donc c'est plutôt pas mal. On a encore une fois des guidance qui ont été remontés. En termes de revenus, on est à 9 milliards, 600 millions, on passe quasiment à 10 milliards, il me semble. Et le coût des ventes, ouais, ça c'est bon. Les dépenses en R&D, ça va augmenter un petit peu et on a des EPS qui ont été, réaugmentés à quasiment 7 l'action. Pourquoi? Parce que je pense qu'ils vont refaire du rachat d'actions comme des petits cochons et c'est plutôt pas mal en vrai le fait de réaugmenter les guidance. Maintenant, on va aller voir côté valorisation. Est-ce que, l'entreprise va arriver à faire croître ses free cash flow par action? Est-ce qu'on hop, on va passer en free cash flow par action. Est-ce que ça peut les augmenter de allez, on va être conservateur, 5%, ça s'achète 15 fois le free cash flow. Maintenant, est-ce que on est prêt à payer un petit premium par rapport à maintenant? Est-ce que ça peut se réaugmenter à 17%? À 17 fois les free cash flow, ça nous donnerait un prix juste à 67. Moi, je pense que l'entreprise peut faire croître ses free cash flow par action, ouais. Faudrait qu'elle les fasse croître de 7% par an sur les 5 prochaines années, que ça se paye 17 fois à la sortie, alors qu'on voit que le free cash flow, enfin, ça se paye bien plus cher avant, mais on est une boîte voilà, qui a un petit peu changé, on n'est plus sur une boîte de croissance, on est plus sur une boîte value, donc on aurait un prix, en tout cas, ce que le marché price, c'est qu'on a un prix, on a une boîte qui fait du 7% de croissance de free cash flow par action, par an sur les 5 prochaines années, un peu de 17, ce qui est pas déconnant. Moi, je pense que c'est quand même assez conservateur. Maintenant, on peut s'attendre quand même, je pense que 7% de croissance, c'est pas déconnant du tout, hein. Ça fait 17%, hein, mais ça fait 17%, mais tu regardes, ouais, sur les 3 dernières années, c'est quand même 11%. Après, on a 6, ouais. Sur 10 ans, c'est 17. Sur un an, ouais, sur un an, ça a perdu en plus, alors que ça fait du rachat d'actions. On a des free cash flow en baisse. Moi, je pense que ouais, 6-7%, c'est pas déconnant du tout sur les 5 prochaines années. Je pense qu'on est peut-être sur un point bas ici. Et au juste prix, en tout cas, pour peut-être faire un pari dans un portefeuille, pourquoi pas. Maintenant, il y a quand même. On n'est pas non plus sur des soldes du siècle, hein. On m'aurait. On serait aux alentours de 65 $. Moi, je trouve qu'on aurait vraiment, en tout cas, si l'action venait au prochain quarter taper les 62, les 65 $, on nous mettrait vraiment dans un bear case. Donc là, pourquoi pas acheter Zoetis à ce moment-là. Maintenant, ouais, si on va dans la fair value, dans l'agression linéaire, etc., on voit que le titre est totalement décoté, mais est-ce qu'on va réussir à aller rechoper de la croissance ou est-ce qu'on va avoir en fait une décroissance des animaux de compagnie aux États-Unis et un up comment dire, des autres segments de vente mondiaux et en fait juste le up de tout ce qui va se passer hors États-Unis va juste combler la baisse des animaux de compagnie aux States et en fait tu vas pas avoir de croissance sur la boîte, c'est ça actuellement ce qui est en train de pricer le marché. Donc à voir un petit peu, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi je trouve qu'on est sur un pari qui peut se tenter sur Zoetis et maintenant on va parler de Netflix.
Avant de continuer, si vous aimez ce genre de contenu sans bullshit, pensez à vous abonner et à me suivre sur tous mes réseaux. Sur YouTube, je publie 2 vidéos par semaine avec le suivi complet de mon portefeuille, mon challenge portefeuille des gènes, où je cherche les plus gros potentiels de croissance. Vous avez aussi un top 3 à chaque début de mois des actions que je trouve le plus sous-évaluées. Vous retrouverez également un deep dive chaque mois, une analyse ultra complète d'une entreprise. Toutes ces analyses seront dispo gratuitement via un Google Doc accessible sur mon Discord. Venez sur le Discord de la chaîne, les amis. On a une petite communauté de passionnés d'investissement. C'est super sympa de parler avec vous. Sur TikTok, Facebook, Instagram, je publie un short tous les jours pour suivre l'actualité des marchés en quelques secondes. Et sur X, je partage mes achats en direct, mes réflexions et mes réactions au marché en temps réel. Si vous voulez retrouver tous les liens, c'est en description de la vidéo et en premier commentaire épinglé. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne et mettre votre petite pierre à l'édifice, pensez à laisser un like, écrire un commentaire. Ça vous prendra que quelques secondes, mais ça m'aidera à gagner un petit peu d'audience, les amis. Et au passage, si vous vous demandez comment je gère mes portefeuilles et comment je trouve mes futures pépites, j'utilise Bagger au quotidien. Clairement, pour moi, c'est tout simplement le meilleur outil francophone pour investir. Vous y retrouverez plus de 50 000 actions, plus de 300 thèses d'investissement ultra complètes rédigées par la communauté, ainsi que les portefeuilles des plus grands investisseurs avec leur achat publié chaque trimestre. Et le meilleur dans tout ça, c'est que vous avez 14 jours d'essai totalement gratuit, sans aucune carte bancaire. Allez vous mettre les patounes dessus. Et si l'outil vous convainc, cerise sur le gâteau, vous bénéficiez de 10% de réduction avec mon code créateur disponible en description et en commentaire épinglé. Merci à tous pour votre soutien et maintenant, retour à la vidéo. Et on a Netflix qui a plutôt déçu, hein, en vrai, après les résultats, les earnings de Netflix qui ont été pas forcément mauvais, mais en fait, il va falloir gratter, il va falloir regarder un petit peu le communiqué et on va le faire ensemble, les amis. Ça s'est pris moins 7% à la dernière séance de clôture. Hop, et on va aller voir ça ensemble. Donc, bien évidemment, je vous passe la première partie, blablabla, on tire parti de l'IA, parce que maintenant, si tu ne dis pas que tu tires parti de l'IA, tu passes pour une pompe. Déjà, ce qui a déplu au marché, la première chose, c'est que les prévisions ont été downgrade, hein, donc on est sur du 11,7%, alors que les analystes s'attendaient à 13% de croissance des prévisions au T3. Donc, on a vraiment, sur chaque quarter, on a quasiment des prévisions qui commandent des prévisions de croissance qui sont en train de baisser. Donc là, déjà, c'est un premier mauvais point. Deuxième mauvais point, on a des free cash flow qui sont descendus à 1,5 milliard, alors que le dernier trimestre, on était à 5 milliards. Pourquoi? Le deal avec la Warner ne s'étant pas fait, ils avaient eu comment dire? Ils avaient eu, entre guillemets «du pognon» donné grâce à ce deal qui n'avait pas été fait. Donc ça avait augmenté, un petit peu, artificiellement les free cash flow. Donc là, on est sur une baisse, mais par contre, si tu regardes le deuxième trimestre 2025, et ben, tu es encore bien plus bas, hein, de quasiment, 700 millions de dollars et ça a été expliqué un petit peu plus bas, oui, on a, donc ils auraient, remis 1 milliard dans des productions ce trimestre-ci, plus, des, impôts à payer avec ces fameux, heu, de trésorerie qui ont été gagnés grâce au deal qui ne s'est pas fait. Donc OK, pourquoi pas. Maintenant, moi, quand j'ai lu, ce fameux, hop, communiqué, ce qui m'a un petit peu, pas plu vraiment, c'est que toutes les régions sont quasiment en décroissance. Donc le UCAN, pardon, donc ça c'est les revenus États-Unis, Canada, on voit qu'on n'a qu'une croissance de 10% sur ce segment-là et maintenant on n'a plus le nombre d'abonnés, hein. Maintenant Netflix refuse de donner le nombre d'abonnés, donc pareil là, je me dis: «Mais pourquoi en fait? Si tu es sûr de toi, pourquoi tu donnes pas ton revenu d'abonnés?» Hop, je déplace ma grosse tête là, et on voit qu'on est qu'à 10% de croissance sur le prochain quarter, enfin sur ce quarter-là, pardon. Et on a une décroissance, hein, depuis seulement le deuxième trimestre 2025. C'est pas une décroissance en 10 ans, c'est qu'on voit qu'on perd 5% de croissance en seulement un an. Pareil sur les revenus Europe, Moyen-Orient, on était sur 18%, 18, 18, 17, là on passe à 14. En Amérique latine, c'est la seule région du monde où on a de la croissance. On était à 9% de croissance il y a un an, maintenant on passe à 21, donc ça c'est plutôt pas mal. Et on a la région Asie-Pacifique qui est seulement à 16% de croissance, là où on était à 24. Alors vous allez me dire, c'est toujours en double digit, mais on voit qu'on a quand même un ralentissement. Donc en fait, ça va falloir compter tout ça quand on va essayer justement de faire une fair value de l'entreprise. Et c'est pour ça, en fait, si vous investissez en bourse, surtout si vous faites du stock picking, faites un récap de toutes les entreprises, de tous vos résultats. N'allez pas regarder juste le transcript, vraiment, allez prendre le communiqué, allez prendre les slides, allez regarder vraiment ce que la boîte vous dit et est-ce qu'il y a des loups à aller chercher. C'est le seul avantage compétitif que vous avez par rapport aux autres retail, aux autres investisseurs, c'est de vous taper les résultats. Pourquoi? Parce que je vous garantis qu'il y en a un sacré paquet qui ne regardent juste, ils regardent juste le transcript. Hop, ils arrivent
Ils arrivent là, que ce soit sur Bagueur ou autre. OK, bah, les BPA ont été battus, le chiffre d'affaires, il y a que 20 millions qui manquent. Bon, bah, en fait, c'est pas si mauvais que ça, donc du coup, je vais renforcer ma position et en fait, ils font, une erreur parce que pour moi, hop, je l'avais dit qu'entre guillemets, dans mes dernières vidéos, que Netflix était un bon coup à 70. Je revois justement mon juste prix. Pourquoi? Bah, parce qu'on a des résultats qui ont été donnés. On a justement une décroissance enfin, on a une décroissance de l'accélération. On a toujours une croissance, mais on croît beaucoup moins vite. Donc avec tout ça, maintenant, moi, en tout cas, je serais prêt à prendre le pari Netflix, pas, au-dessus de 56. Donc on va arrondir à 55, on s'en fout, hein, bref. Vous avez compris, plus on se rapprochera de ce prix-là, plus je trouve qu'on aura une fair value intéressante sur Netflix. Parce que pour moi, clairement, on a un point d'interrogation. Je ne comprends pas, les amis, pourquoi, on ne nous donne pas les chiffres d'abonnement. Donc OK, on a des revenus de pub qui augmentent, mais en fait, j'ai l'impression qu'on n'a plus de croissance d'abonnement et on ne croit plus juste que par revenu par utilisateur. C'est pour ça qu'on arrive à faire du 10. Est-ce que ce 10 va se transformer en 6-7 entre guillemets, 5-6-7? On va suivre un petit peu l'inflation? Bah, j'ai l'impression que oui. Donc ça se mesurera pas forcément dans les chiffres parce que eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire du rachat d'actions comme on va le voir ici, voilà, ça a pas mal hop. Alors on le voit pas trop parce qu'il y a 4 milliards d'actions en circulation, mais par contre, si vous allez ici, hop, depuis les 3 dernières années, ça a effacé quasiment 2 d'actions en circulation. Ça a vraiment mis beaucoup de pognon, sur les rachats d'actions. Les revenus, oui, sont en croissance de 18 par an, mais en fait, quand vous dézoomez, bah, sur les 3 dernières années, c'est que 12. Sur la dernière année, on est qu'à 7. On voit qu'on a vraiment une décélération et ça sera idem pour les bénéfices, idem pour les free cash flow. Donc en fait, on n'est pas non plus sur une entreprise, sur une comment dire? Sur un piège non plus, un gros piège sur Netflix. Par contre, tous ceux qui l'ont acheté, voilà, autour de 100, bah, je trouve qu'en fait, ils ont payé l'entreprise beaucoup trop cher. Ils ont fait des DCA avec, certainement un peu trop d'optimisme, comme moi j'avais fait, lors de ma dernière vidéo. Est-ce qu'ils peuvent faire croître les free cash flow de 14 par an? Moi, je pense que oui. Maintenant, est-ce que ça va se payer? Ça va être sur le multiple final. Est-ce que ça va se payer 26 fois les free cash flow? Ou en étant plutôt conservateur, est-ce que ça va se payer 20 fois? Moi, je pense que oui. Est-ce qu'ils vont arriver à faire 16 et qu'en fait le marché voudra payer que 18 fois les free cash flow? Peut-être aussi. Mais je pense qu'il faut être extrêmement prudent avec Netflix, en tout cas actuellement. On voit qu'on a vraiment une décélération de la croissance et il faut y aller vraiment avec les pinces à salade là-dessus, parce que sinon on va être déçu. Ça se paye que 21 fois le PE, 19 fois le forward, mais encore une fois, les métriques ne sont là que pour donner une indication. Si vous n'allez pas creuser dans les résultats, si vous n'allez pas faire le vrai taf, en fait, vous allez tout simplement vous faire piéger sur certaines sociétés. Pareil, la fair value, on pourrait se dire, ouais, c'est pas mal, mais en fait, la fair value, elle prend en compte comment dire, la croissance de la société par le passé. Maintenant, on voit qu'on a une décélération de cette croissance-là. Est-ce qu'ils vont réussir à s'adapter, etc. J'en sais rien. Moi, Netflix, j'aurais aimé pourquoi pas avoir une application Netflix Music pour concurrencer les Spotify, avoir, alors il y a des podcasts et cetera, mais moi j'aurais aimé aussi que Netflix aille plus fort dans les podcasts et essayer, d'aller, concurrencer un petit peu YouTube là-dessus. Ça n'a pas été le cas, maintenant ils essaient de le faire, ils essaient aussi de faire des événements en live. Maintenant, est-ce que j'en ai quelque chose à foutre d'aller voir la finale, bah, après bon, on n'est pas américain, mais voilà la finale de, championnat de baseball sur Netflix, j'imagine que ça a du sens aux États-Unis, mais maintenant en Europe, moi je suis pas abonné Netflix. Il y a aussi toute une série, de choses qui vont un petit peu à l'encontre de Netflix. Beaucoup de gens ont des IPTV, il y a toute une partie de la pop qui va commencer à souffrir de l'inflation. Entre, acheter un iPhone ou garder un abonnement Netflix, moi je pense que l'abonnement Netflix, il sautera parce que tu as d'autres alternatives. Tu peux choper les trucs sur internet maintenant, tu peux choper aussi des IPTV, des conneries comme ça, même si c'est pas légal, ça peut faire du mal à Netflix et j'ai l'impression que la boîte est pas arrivée à pivoter. On va suivre un petit peu ce qui se passe, mais ouais, tous les gens étant rentrés, pourquoi pas ici à 76 en se disant: «Ouais, 76 ça me paraît pas déconnant comme prix, je pense faire un truc». C'était à 120 au mois de juillet et cetera. Est-ce que c'est une décélération passagère? Est-ce que ça va vraiment être trimestre après trimestre? Moi, je n'en sais pas, mais en tout cas, je pense qu'il faut être extrêmement prudent avec Netflix et maintenant, on va passer à Intuitive Surgical. Et on a des résultats qui sont, très bons pour Intuitive Surgical. On va pas aller voir le communiqué parce qu'il est quasiment point par point vraiment réécrit par Gemini, donc en vrai, on va, rester là-dessus. Moi, j'aime bien lire quand même le communiqué, mais là, en vrai, on est quasiment point par point. Il est assez long en plus. Gemini a fait un vrai boulot là-dessus, donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc, le chiffre d'affaires, il est en augmentation de 19 par an.
Donc ça, c'est bien. On a des revenus récurrents qui sont, aussi en augmentation de 19 par an, représentant 85 du chiffre d'affaires total. Bien évidemment, les revenus récurrents vont faire qu'on a une boîte qui est, vraiment pricée, comme, jaja, comme jamais. On a des bénéfices par action qui sont en hausse de 28 par an, atteignant 2,80 par action. Donc là, ça target vraiment très, très fort, les BPA. On avait quasiment 2,50 d'attendu, on est à 2,80 et le chiffre d'affaires est battu de 2 aussi. Mais on voit, qu'en fait, on a un prix qui s'est totalement écrasé. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on avait vraiment une entreprise qui était pricée vraiment, mais c'était Nvidia, hein. On a un nombre de procédures, qui a augmenté de 16 avec une croissance de 15 pour les procédures d'Avinci et de 36 pour les procédures Ion. D'ailleurs, il faudrait que je fasse un jour un deep dive de cette entreprise, ça pourrait être sympa. On a, une croissance de procédures de seulement 12 aux États-Unis, une légère modération par rapport au trimestre précédent, principalement pour les procédures pouvant être reportées. Parce qu'en fait, vous avez tout un tas de procédures qui est, vraiment régulé avec, des coûts, exorbitants. Donc, bah, voilà, dès qu'ils peuvent un peu, s'en passer, dès qu'ils peuvent les reporter, on est vraiment, sur des coûts de comment dire? D'opérations qui sont relativement chères, hein. On a une croissance des procédures hors, États-Unis de 20 avec l'Europe et l'Asie en hausse de 20 aussi et ça, c'est plutôt pas mal. On a aussi des installations, pardon, de nouveaux systèmes, 468 installations, ont été installées, 18 sur un an, donc 246 d'A26.5 incluant 114 consoles doubles. On a 38 systèmes d'A26 SP et cetera, bref. On a les revenus des instruments et accessoires, bien évidemment, quand vous utilisez une machine, vous avez des accessoires et des instruments qu'il faut acheter, hein. Donc là, on est sur des revenus à 18 en hausse et des revenus des services en augmentation de 21. Donc là, ça doit être un petit peu tout ce qui va être, j'ai envie de dire, entretien des machines. On a une marge brute qui s'élève à 70% contre 68% l'année précédente. Donc là aussi, on améliore nos marges brutes. On a une boîte qui bosse très bien. On a une trésorerie et d'investissement atteignant 8,6 milliards. On a zéro dette sur la boîte. C'est de la folie. Je ne sais pas pourquoi, en fait. Ils n'ont pas au moins un petit peu de dette pour acheter des actions. On va les voir après. Flux de trésorerie disponible, on a quasiment 2 milliards de dollars en augmentation de 71% par rapport au semestre 2025 et un avantage de 36 millions de dollars avant impôt lié au remboursement de droits de douane, les amis. Donc on a eu des bénéfices aussi exceptionnels. Peut-être pour ça qu'on a vraiment défoncé les BPA, hein. Donc si vous enlevez ça, il faudrait regarder exactement. Et le management nous dit que c'est solide. Ok, par contre, on a vraiment une modération de la croissance aux États-Unis. Et c'est ça en fait qui a fait un petit peu donne le cours, mais quasiment, hein. Ça s'est pris moins 13 moins 14, hein, sur, la journée du lendemain, des résultats. Donc on a voilà des procédures qui ont été ralenties aux États-Unis, principalement pour les interventions non urgentes. Cela est en partie attribué à, l'expiration des subventions pour les primes. Comme je vous l'ai dit, hein, on a des opérations qui coûtent extrêmement cher. Donc là, on est vraiment régulé par, tout simplement le gouvernement. Donc, dès qu'il y a plus, de trop de thunes, on arrête les opérations qui pourraient influencer, le moment où les patients se font soigner. La charge de morbidité sous-jacente reste inchangée et les conditions différées nécessiteront finalement un traitement. En fait, c'est reculer pour mieux sauter. Il y a un moment donné, les gens devront se faire opérer. Donc, en gros, la modération aux États-Unis fera qu'à un moment donné, sur un prochain trimestre, un prochain quarter, on aura une hausse aux États-Unis. Maintenant, à savoir quand elle sera, on n'en sait rien. En Chine, on nous dit que l'environnement reste difficile en raison d'une activité d'appel d'offres plus faible, une concurrence robotique locale accrue et des pressions sur les prix. Donc là, en Chine, ils sont pas plus cons que les autres. S'ils arrivent à développer leurs robots, ils vont bien évidemment prendre leurs robots. Donc la croissance en Chine, je pense qu'il faut pas s'attendre à des miracles. Est-ce qu'on a des opportunités au Japon et en Inde? Oui, vous avez une population vieillissante au Japon, donc bien évidemment que ça va arriver. En Inde, les gens, enfin, le gouvernement commence à avoir du pognon, donc les gens vont pouvoir se faire opérer aussi là-bas. On a l'innovation R&D, etc. Donc bref, vous avez compris un petit peu, la croissance des procédures devrait être maintenue entre 13,5 et 15%. Donc on a vraiment quand même des choses assez sympas en vrai, hein, en termes de progression comment dire, d'opération avec, le système d'Avinci. On n'est pas sur une boîte justement qui freine, sa croissance. On est vraiment sur une boîte qui continue d'accélérer. Le problème avec Intuitive, on va passer vite fait au quantitatif. On est à 15 de croissance du CA, 15 de croissance des bénéfices, 10 de croissance des free cash flow. On va aller voir, mais c'est côté valorisation, les amis, hein. Côté valorisation, ça fait mal et il y a un point aussi que j'aime pas sur cette boîte. On va aller voir ça tout de suite, mais ça va être dans les dépenses. En termes de marge, on a des marges qui s'améliorent, les amis. On était à 66 de marge brute en 2025. Là, on a frôlé quasiment les 60, enfin, on est à 70 de marge brute sur le deuxième trimestre. Est-ce que
4 trimestres totaux, on va arriver à dépasser 66%? Je pense que oui. Je pense qu'on va aller rechercher les 69% comme il y avait avant. En termes de marge nette, on est à 28%, c'est plutôt correct aussi, c'est très correct même. Les retours sur capitaux sont excellents. Maintenant, ce que j'aime pas du tout, les amis, c'est qu'on va aller les voir. On a des rémunérations en action de 31%. Ça, c'est pas pourquoi en vrai. Enfin, je veux bien qu'ils fassent de rémunération en action, mais là, on est vraiment sur des choses qui me dérangent. On est vraiment sur une pente descendante en termes de SBC, mais on reste quand même à 28% des free cash flow. Moi, ça me pose quand même question, surtout sur une boîte qui est over-évaluée. Et en plus, en tant qu'actionnaire, ils vous font juste un petit rachat d'actions, juste pour pas que comment dire, les actions augmentent en fait. On a 8 milliards en trésorerie, donc bien évidemment, il va falloir faire de la recherche en développement, etc. Ils ont besoin de trésorerie, mais pourquoi pas avoir 1 ou 2 milliards de dettes et tu la fais rouler pour acheter un petit peu tes actions? Non, ce n'est pas le cas ici. Donc moi, ça me pose un petit peu problème, et quand on va aller voir l'onglet valorisation, on est à 39 fois les bénéfices, 30 fois en forward PE, donc on atteint quand même une bonne croissance. Et même après un moins 14%, on reste quand même cher. C'est sûr que si on regarde la médiane à 10 ans, ça se paye 66 fois les bénéfices, 54 fois le free cash flow, 47 fois les operating cash flow, c'est très compliqué, 11 fois le chiffre d'affaires, c'est très compliqué calculer un prix juste sur Intuitive. Malgré ça, moi, je pense, en tout cas, si je devais aller sur la boîte, je n'irais pas au-dessus de 260 $. On peut m'expliquer tout ce qu'on veut, que c'est la plus belle boîte du monde, etc. J'ai pas envie, en fait. J'ai pas envie de payer ça plus de 37 fois les free cash flow. J'ai pas envie de payer ça non plus, peut-être 13% de croissance des free cash flow. Donc en vrai, ça nous donnerait un prix juste autour de 240. Je veux bien rentrer par palier, me dire 260. Ok, je renforce ici, ça rebaisse. Maintenant, je pense qu'il faut être patient. Tous les gens qu'on ont pris bah, ici hein, autour de 400 $ en se disant ouais, que ça avait pas mal descendu, c'était remonté. Est-ce qu'on va avoir la même chose? Est-ce que ça va remonter? En termes de régression linéaire, on en est où en vrai là? On doit avoir un bon petit historique sur Intuitive, on va aller voir ce que ça donne. On serait pas loin des deux. À deux, on sera à 320 $. Putain, c'est de la folie quand même, hein. Et on a ouais, un historique depuis 2020 maintenant. À voir un petit peu aussi ce que ça peut donner du côté chinois. Est-ce que les Chinois vont arriver à prendre des parts de marché comment dire, hors Chine? J'ai beaucoup de mal à y croire en vrai, hein. J'ai énormément de mal à croire à ça. Je vois pas du tout l'Europe, et enfin les États-Unis, ça c'est sûr, mais je vois pas l'Europe dégager le système d'Avinci pour du système chinois. Alors qu'en fait, je sais que les systèmes d'Avinci coûtent cher, mais je vois pas du tout l'Europe faire ça. Par contre, maintenant sur le marché asiatique, je pense que effectivement, ça va être compliqué. En tout cas en Chine, au Japon, ça devrait être jouable. En Inde aussi, il va falloir voir. En Inde, est-ce qu'ils vont arriver, ou est-ce que les Chinois arriveront aussi à balancer quelques robots là-bas? J'en sais rien, à voir un petit peu. Maintenant, c'est pour ça aussi que le marché commence à presser l'action beaucoup moins, parce qu'il y a quand même aussi un risque chinois qui arrive sur le marché. Maintenant, encore une fois, au-dessus de 260 $, j'aurais du mal à aller sur le titre, hein, franchement. Et on a quand même mis un premium de dingue. On est à 37 fois le free cash flow pour faire du 12% par an, hein, et 13% de croissance des free cash flow par action. Moi, je pense qu'on n'ira pas forcément au-dessus, déjà parce qu'en fait, tu n'auras pas de rachat d'actions. Là, ça va vraiment être qu'une croissance organique. J'ai pas envie d'aller m'exposer plus en termes de prédiction. Je pense que ouais, au-dessus de 260, on peut m'expliquer ce qu'on veut sur la boîte. Au-dessus de 260, je trouve que c'est trop cher, les amis. Et maintenant, on va passer à la dernière boîte. On va passer sur comment dire, des appareils respiratoires, sur du ResMed. Et les résultats de ResMed arrivent le 6 août. C'est dans pas très longtemps. On a un cours de bourse qui est en dessous les 200 $. On n'était pas trop mal remonté, je crois. On était remonté quasiment à 220 après l'annonce de la vente d'un logiciel de suivi de patients, bref, qui était quasiment pas rentable. Le problème, c'est qu'il l'avait acheté, si je dis pas de conneries, je crois qu'on était sur du 700 millions d'achats, et ça a été revendu 480 millions, donc ça a été mal pris par le marché. Mais on va aller voir un petit peu, hop, ce que nous disait le dernier quarter de ResMed, et moi je reste confiant. On va aller faire le juste prix après. Mais hop, on voit, moi ce qui m'intéresse, ça va être, déjà ici. Beaucoup de gens nous disent, la théorie sur ESMED, c'est les GLP-1 vont, faire arrêter les traitements, de comment dire? D'apnée du sommeil. Donc les PPC, c'est les traitements, hop, de pression positive continue. Donc en gros, vous avez votre masque, vous avez votre appareil, ça vous envoie de l'air, vous faites plus d'apnée du sommeil, vous avez moins de risques liés aux apnées du sommeil, c'est-à-dire les crises cardiaques, AVC, etc. Bref,
Mais ce qu'on était en train de nous dire dans le narratif, c'était que les GLP-1, donc le traitement pour perdre du poids, allait justement parce qu'en fait, la principale cause de l'apnée du sommeil, c'est le surpoids. Donc en fait, ces traitements-là devraient apparemment faire baisser le nombre de gens traités pour l'apnée du sommeil. Par contre, ce que tous comment dire? Données révèlent, c'est qu'en fait, les gens justement, parce qu'en fait, vous avez énormément de gens qui ne sont pas traités, qui ne savent même pas qu'ils sont malades, qui ne savent pas qu'ils ont, cette fameuse apnée du sommeil. Donc en fait, les gens qui sont traités pour l'obésité, pour, du GLP-1, l'obésité morbide et cetera, ont, quasiment 10 de chances de plus de commencer une thérapie. 1 an après la mise en place, on arrive à, 340 points de base et 3 ans après la mise en place, on est sur du 610 points de base, justement de, continuer cette thérapie que s'il n'avait pas été diagnostiqué et traité avec du GLP-1. Donc non, le GLP-1 n'est pas, un disrupteur pour ResMed, mais c'est plutôt un catalyseur de croissance parce qu'encore une fois, il y a énormément de gens qui ne sont pas, tout simplement, qui sont pas, qui n'ont pas vu de médecin, qui ne savent même pas qu'ils sont malades. Donc là, c'est quand même, bon pour la suite et en fait, on a un narratif qui est totalement faux. Donc ça, faut l'avoir en tête. On a aussi les résultats financiers du troisième trimestre, hein, donc on a vraiment une croissance de la marge brute, du résultat d'exploitation, des bénéfices par action, vraiment en augmentation, donc ça, c'est plutôt cool. On a une marge nette qui devrait passer, de 62,8 à 63. Ça, c'est pareil, on va regarder et surtout les flux de trésorerie qui restent très, très, costauds, hein. On était à 1,2 milliard, au troisième trimestre 2024, on est quasiment à 1,890 millions. Pareil pour les flux de trésorerie disponibles, les dépenses en capital, c'est plutôt maintenu, c'est plutôt correct. L'historique des revenus aussi, c'est pareil, hein, on voit que depuis 2021, on a une croissance de 12 par an, le résultat d'exploitation, les bénéfices par action, c'est pareil. Et on a par contre une boîte, si vous prenez l'historique des guidance et des résultats de ResMed, d'ailleurs le PDG de ResMed, c'est le fils du fondateur. Donc on a vraiment des gens qui restent skin in the game. On a un retour rigoureux au capital. Et en fait, les gens font, et ResMed, le board de ResMed fait tout simplement ce qu'ils nous ont dit. On a 31% du capital pour investir dans la croissance. On a poursuivre les activités de fusion-acquisition. Pour l'instant, il n'y a rien d'autre qui a été racheté. Je crois qu'ils ont racheté Noctris Health pour traiter les jambes lourdes il n'y a pas très longtemps. Là, je crois que c'était le dernier quarter, il me semble. On a soutenu la dividende à 29% et 30% de rachat d'actions. Donc on a 300 millions de dollars d'actions, 300 millions de dollars pour acheter des actions au cours de l'exercice 2025. Et on avait déjà racheté 175 75 millions de dollars au T3 2026 et au moins 175 millions de dollars prévus pour le T4 de l'exercice 2026. Donc on continue le rachat d'actions, les amis, ça rigole zéro. Et hop, ce qu'on peut voir ici, bon voilà, il nous explique que maintenant tout le monde a des montres connectées, et cetera. Il y a beaucoup plus de gens qui vont se faire dépister et il me semble que c'était ici, ouais, voilà, il y a, hop, il y a 77 millions d'adultes d'ici 2050 qui auraient besoin d'être appareillés aux États-Unis. Ça serait une hausse de 35 à partir de 2020 et là, c'est à partir de 2050, les quasiment 80 millions de personnes qui devraient être appareillées et on a une croissance moyenne pour, comment dire? Le marché mondial, mais pour croissance mondiale élevée à un chiffre élevé pardon, pour les masques, mais maintenant qu'ils ont fourni énormément d'appareils, en fait, hop, je vais enlever ma tête parce que vous ne le voyez pas. Pour les appareils, on a une croissance à un chiffre moyen, donc du 6 à 7. Par contre, pour les masques, et cetera, pour tout ce qui va être revenu, parce qu'une fois que vous avez votre appareil, vous achetez les masques, les tubes, enfin ce qui va être le consommable. Là, par contre, on serait sur du quasiment 10 de croissance par an. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et voilà ce qu'on pouvait nous dire sur les résultats, hop, de ResMed. Ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'on va passer à l'onglet valorisation et ça se paye 19 fois le PE, 16 fois le PE forward. Et pour moi, en vrai, le vrai catalyseur disrupteur sur ResMed, en fait, on était sur un narratif, le GLP1 va flinguer la boîte et on voit que ce n'est pas le cas. Donc moi, c'est pour ça que j'en avais acheté. Je crois que j'ai un prix. Est-ce qu'on peut le voir d'ailleurs? J'avais fait 2 achats, j'ai pas acheté au plus bas, mais pas loin. En vrai, j'étais pas si mal que ça. Je crois que j'ai un PRU à 218. Ouais, faudrait peut-être que je le fasse redescendre, je verrai en tout cas, mais j'en avais déjà pris pas mal, donc on verra. À 218, moi je trouve que c'est pas déconnant. Pourquoi? Moi j'étais parti de là-dessus, entre guillemets, un prix juste autour de 230 $. J'étais parti large. Pourquoi? Parce que ça se payait en termes de free cash flow 46 fois. Parce qu'on n'est pas à 46 fois du tout ici. Maintenant, ça se paye 16 fois. Je pense que ça peut se payer, en tout cas 22 fois en étant conservateur. 9% de croissance du free cash flow par action. Pas déconnant non plus, franchement, sachant que ça va faire pas mal de rachats d'actions.
et on serait sur un prévu soit autour de 230 $. Maintenant, va falloir attendre les prochains résultats. Ça va vraiment être une boîte qui va bouger sur tous les résultats. On va avoir des bons résultats, on va augmenter. On va avoir un palier, un autre bon résultat, on va augmenter. Ça va être clairement pas une boîte qui va prendre 50 de croissance en 2 ans, mais il faut être patient avec Resped et je trouvais que le narratif était vraiment mauvais pour tout ce qui était catalyseur de baisse des ventes et cetera et on serait quasiment sur 2 droites de régression linéaire. Après je pense pas que ça vaut 400 mais dans 5 ans, pourquoi pas avoir un prêt à 400 $? Ça me paraît pas déconnant les amis, franchement. En tout cas, on aurait 15 par an avec mon, comment dire? Mon multiple de valorisation. Maintenant, si ça se paye 20 fois, on aurait 13 pareil, hein, donc c'est pas déconnant du tout actuellement d'acheter du ResMed. Ça me encore une fois, il y a aucun conseil en investissement dans aucune de mes vidéos, mais faites-vous vos propres recherches, regardez les résultats, regardez un petit peu qui c'est qui est au board. J'ai pas parlé du quantitatif, mais on a un quantitatif qui s'améliore, les marges s'améliorent, on a des dépenses qui sont, très faibles, on a des retours sur capitaux qui sont de mieux en mieux, on n'a pas de dette par rapport au cash, on a un dividende en augmentation de 7 par an, on a des actions en circulation qui vont commencer à descendre drastiquement. Pourquoi? Parce que là, il va y avoir du gros rachat d'actions alors qu'avant, c'est pour ça qu'il n'y avait pas de dette, hein. Ils gagnaient de l'argent grâce à l'émission d'actions. Maintenant, c'est terminé. On est vraiment dans une phase où on va être sur le retour pour l'actionnaire. Et là, c'est pour ça que je trouvais cette action intéressante. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de toutes les actions que vous avez parlé, que ce soit du Zoetis, du McDo, NALD, du ResMed ou du Intuitive Turgical, les amis. Dites-moi tout en commentaire. N'hésitez pas à aller nous suivre sur les réseaux, c'est pas encore le cas. Et n'oubliez pas, la chose la plus importante, c'est qu'investir est une formidable raison d'être heureux.